Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en pleine reprise et vous êtes nombreux à avoir cette petite déprime qui nous empêche de vraiment mettre les machines en marche. Pas de panique, on se dit tout s'en occupe ce matin et vous donne un petit coup de pouce. Maison, boulot et même dressing, tout y passe. Comment réussir ces rentrées, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et on en parle avec vous, Fatima El-Hasni, vous êtes coach en développement professionnel. Merci d'être avec nous. Monsieur Hilmi Benjeloun, vous êtes également coach et hypnothérapeute à Casablanca. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous recevrons une coach en images. C'est Souad Attar qui sera avec nous. Merci beaucoup. Alors réussir ses rentrées, c'est le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire une rentrée professionnelle, on peut faire une rentrée personnelle, on peut faire une rentrée universitaire. L'idée, c'est d'entreprendre l'année qui démarre comme un projet à structurer. Est-ce que cette rentrée de septembre ou octobre, celle du début de l'année, est particulièrement compliquée, Fatima El-Hasni? Elle peut être compliquée, effectivement. D'abord, par rapport à la période, parce que la rentrée de septembre, c'est une période assez spéciale, si je parle du monde professionnel par rapport aux entreprises. C'est une période, donc c'est le dernier trimestre de l'année, et qui dit dernier trimestre de l'année dit la dernière ligne droite, c'est-à-dire qu'il y a la pression sur les objectifs à atteindre. Donc ça remonte encore la pression et met un peu plus de stress par rapport aux salariés qui veulent reprendre. Sinon, d'une manière générale, quand on est dans une zone de confort, ne serait-ce que quelques jours, donc là je parle donc notamment des vacances, quand on commence à prendre des habitudes de repos, de laisser aller, on n'a plus cette contrainte, on va dire, de planning, d'agenda, d'appels téléphoniques, de mails, etc. On s'installe dans une certaine zone de confort. Et donc qui dit reprise, dit qu'il faut reprendre les anciennes habitudes, dit reprendre l'agenda, le planning, tout ce stress. Donc ça remonte un peu le stress par rapport aux gens qui veulent donc reprendre leur travail. Donc c'est normal qu'il y ait cette pression. Alors c'est incroyable parce qu'on s'installe vite dans cette zone de confort et on rentre vite aussi dans des habitudes de vacances. Oui. Mais est-ce que la difficulté de reprendre en septembre-octobre est la même pour tout le monde ou pour certaines personnes c'est beaucoup plus simple? Allez, on passe des vacances à la reprise sans problème. Hilmi Benjeloun. Alors, en fait, je dirais il y a autant de cas qu'il y a de personnes. C'est chacun et sa perception de la vie, chacun comment il ressent les choses. Il y a des gens qui vont par exemple être angoissés pour tout et n'importe quoi, qui vont se mettre en colère très rapidement, qui vont rentrer dans des systèmes de stress et atteindre leur stress maximum sans vraiment qu'on sache pourquoi. D'autres personnes par contre auront un air complètement apaisé, seront complètement détendues et prendront toujours la vie du bon côté. Donc en réalité, il s'agit de savoir quelle est notre mesure du stress qui nous accompagne quand on commence. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait avant de sortir? De prendre ses vacances. Est-ce qu'on a tout nettoyé? Est-ce qu'on a rangé tous ses dossiers? Est-ce qu'on a mis tout en ordre? Est-ce qu'on reprend avec des dossiers clean? Et si même ils ne sont pas tout à fait nettoyés, est-ce qu'on y a mis au moins de l'ordre? Quand vous parlez de dossier, pas forcément au boulot. Ça peut être boulot, personnel, ça peut être le tracas, ça peut être une maison qu'on construit, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une activité qu'on a envie de commencer. C'est toutes ces choses qui font notre vie et qui nous permettent de se dire, est-ce que je vais redémarrer d'un bon pied? Est-ce que toutes les données, je les ai en main et je pourrai à ce moment-là redémarrer? Alors, quand on parle de vacances, à moins d'être dans l'enseignement, et à moins d'être des étudiants ou des élèves, alors quand on a beaucoup de chance, on part pour 3 semaines. Mais pourquoi un laps de temps aussi court? Parce que finalement, 3 semaines, 2 semaines de vacances, c'est pas énorme. Pourquoi ça vient chambouler tellement l'esprit de la personne au point d'avoir du mal à reprendre, en septembre ou octobre en particulier? Yasmine, tu as dit ce n'est pas énorme, mais par contre, si on le compare par rapport à toutes les ruptures qu'on peut faire durant l'année, c'est énorme.
déjà une semaine, c'est énorme, parce qu'on n'a pas toute l'année des occasions de prendre comme ça une semaine, 2 semaines, 3 semaines de vacances. Donc c'est clair que quand il y a des habitudes comme ça qui s'installent, surtout pendant cette période, donc comme j'ai dit, on déstresse, on est apaisé. Il y a aussi parce qu'on retrouve les siens, on va renforcer ses relations donc avec ses amis, avec sa famille, etc. Donc tout ça c'est important pour l'individu. Des choses qu'on n'a pas la chance ou l'occasion de faire toute l'année. Donc tout ça fait que quand on commence, surtout les derniers jours de vacances, on commence à réfléchir à la rentrée, c'est comme une nostalgie, on va dire, qui s'installe. On a peur de laisser ce bon temps. Ces moments qu'on a créés, ces rencontres qu'on a faites, toutes ces bonnes choses. Pendant les vacances, on prend le temps aussi pour réfléchir, pour analyser, pour revoir un peu toutes ces cartes, aussi bien personnelles que professionnelles. On fait des choses que peut-être on n'a pas fait pendant toute l'année. On va plus lire, on va découvrir, on va voyager. Donc c'est ces choses-là qui font du bien à la personne, que la personne, une fois qu'il il y prend goût, donc il a du mal au fait à les oublier. Donc c'est quelque part les derniers jours de vacances, il commence déjà, c'est comme un deuil au fait. Mais justement, est-ce que la fin des vacances sonne le glas des bonnes choses? Alors justement, moi je dirais en fait c'est que on dit on va se prendre des vacances, on va vraiment se reposer, on va vraiment décanter et on va vraiment oublier tous les soucis que nous avons eus. Donc on met quelque part entre parenthèses sa vie normale pour rentrer dans une sorte de rêve. Oui. Mais tout en sachant que à l'issue, on va finalement redémarrer. Redescendre sur mais terre. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, je vais prendre de nouvelles résolutions. Un peu comme quand on est au début de l'année, qu'on dit, on va prendre de nouvelles résolutions. En janvier. Donc, en fait, on le fait dès septembre. Rentrée professionnelle, les gamins, les projets sur lesquels qu'on a initiés. Alors, les projets professionnels, c'est effectivement peut-être parfois un changement de service. C'est parfois, quand on est directeur commercial, par exemple, une augmentation d'objectifs. Donc, tout cela, on le redémarre et on se met cette pression. Moi, ce que je conseille généralement à mes clients... On commence par les conseils? Oui, mais disons, c'est à ce moment-là qu'on fait son énoncé de vie personnelle et professionnelle. Alors, on va expliquer ce que c'est. Justement, quand on démarre un projet, souvent, on le structure pour bien le réaliser. Étant donné que là, on parle des rentrées, donc personnelles, professionnelles, est-ce qu'il ne faudrait pas considérer la reprise, l'année à venir, comme un projet à structurer, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, pour revenir à l'idée que vous énonciez tout à l'heure, à savoir qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous. Oui. C'est bien ça? Oui, absolument. C'est-à-dire que chaque année, moi j'estime que la véritable année qui démarre n'est pas le 1er janvier, mais en réalité début septembre. Parce que tout le monde y va en redémarrant quasiment de zéro, en se prenant de nouvelles résolutions. Les enfants qui rentrent à l'école, peut-être qu'ils ont grandi, peut-être qu'ils passent au collège, peut-être qu'ils passent au lycée, peut-être qu'on a changé de travail. Donc il y a énormément de résolutions et on décide d'avoir une sorte de tableau de bord pour nous permettre de conduire, un peu comme dans un véhicule où on va vérifier le niveau d'huile, le niveau d'essence, est-ce que les freins fonctionnent bien, etc. Et pouvoir donc se lancer dans cette vie et avec tous les atouts possibles. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut réussir son année. Donc pour réussir son année, il faut avoir des outils. Du style, bon, par exemple, cette année, j'ai envie de développer une compétence supplémentaire. Ok, alors qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire de l'anglais, j'ai envie de faire un art martial. D'accord. D'un point de vue professionnel, j'ai envie, par contre, de passer du grade de directeur général adjoint au grade de directeur. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Donc on se met des pressions. Et puis on se met de pression, puis on se met de stress. Et justement, ce qu'on a essayé d'oublier, on le redémarre en remettant en fait du stress dans cette période-là. Et pour pouvoir... Alors le stress, vous allez me dire, oui mais le stress c'est pas quelque chose de très bien. Mais si, le stress, jusqu'à un certain niveau, libère suffisamment d'adrénaline pour nous permettre de pouvoir fonctionner. Mais il y a un optimum. Dépasser cet optimum, on risque de retomber dans la fatigue, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Et c'est tout ça c'est pour ça qu'on prend des vacances, c'est pour pouvoir oublier justement tout ça. Mais on n'attend pas trop des vacances, justement, Fatema El Hasni.
Effectivement tu as dit que est-ce que c'est pas un projet? Est-ce qu'il ne faut pas organiser ça comme un projet? Effectivement, c'est un projet. La vie personnelle, c'est un grand projet. La vie professionnelle aussi, c'est un grand projet. Et qui dit projet, dit certaines décisions qu'il faut prendre, certains objectifs qu'il faudra se fixer, des actions à entreprendre et du changement. Et donc, comme a dit Hilmi, effectivement, les vacances, c'est une période de réflexion, c'est une période de repos, mais qui nous permet, en fait, de réfléchir à quoi? De réfléchir à la rentrée, à la reprise, pour faire mieux. Donc, nous, quand on parle de résolution en termes d'accompagnement professionnel, pour nous, c'est la meilleure période. Pourquoi? Parce que la personne a pris le temps de faire une pause. Et qui dit pause, dit revoir un peu toutes les cartes, faire un peu la lecture, faire une remise de soi, faire une lecture de toutes ces cartes. Et donc, c'est pendant ce moment-là que la personne pendant le moment des vacances? Des vacances, tout à fait. Quand elle marque cette pause, elle prend plus de recul à réfléchir à ce qu'elle est, à ce qu'elle veut devenir, à ses relations professionnelles, à ses conflits, à toutes les choses peut-être dont elle a besoin pour pouvoir avancer et être mieux, que ce soit dans sa vie personnelle et professionnelle. Et donc, c'est là où vient ce moment de réflexion, d'analyse, et la personne, elle est beaucoup plus, on va dire, prête à faire le premier pas. Parce qu'en termes de développement, que ce soit personnel et professionnel, la première des choses, c'est la prise de conscience, c'est important. Il faut que la motivation vienne de la personne. Sinon, même si on lui donne tous les outils, même si elle est coachée par les meilleurs, elle ne peut pas. Donc il faut que la personne soit d'abord consciente, et il faut qu'elle soit motivée pour le faire. Donc là, elle est prête pendant les vacances. Et donc pour l'accompagner, pour nous, la meilleure période, c'est la rentrée. Parce que qui dit rentrée... Question, si vous me permettez, oui. Quand vous dites pendant les vacances, donc là, en fait, on est obligé d'aller en arrière, de se resituer pendant les vacances pour pouvoir avancer. Mais quand vous dites elle doit avoir fait ce processus, ça veut dire que c'est un processus qui se fait naturellement? Qui se fait naturellement, tout à fait. Naturellement, on prend du recul pendant les vacances? Exactement, parce qu'on a le temps de réfléchir, de revenir à toutes les situations. On a beau dire, non, les vacances, il faut être déconnecté du milieu du travail, etc. Effectivement, mais la personne, oui, elle ne peut pas s'empêcher de penser à toute l'année. Et comme j'ai dit, c'est un processus automatique. Elle est en vacances, mais à chaque fois, elle se dit, oui, mais dans 2 semaines, je vais reprendre, mais il faut que ça ne soit pas de la même manière. On va reprendre une activité, on va reprendre un travail, mais est-ce que c'est forcément de la même manière? Non. Donc c'est là où vient le changement, et on parle du changement. On veut reprendre, mais en étant mieux pour réussir mieux son année. Est-ce qu'on est nombreux justement à attendre du changement au moment de la reprise? Disons que l'individu, de manière naturelle, cherche toujours à améliorer son confort, sa situation, et essaie de voir toujours le plus qu'il pourrait rajouter à sa vie, ce qui est tout à fait logique. Les vacances sont un moment propice, non pas de le faire de manière structurée, analyser ce qui va se passer, non, pas du tout. C'est tout simplement qu'on laisse décanter tout ce qui s'est passé durant l'année précédente et pouvoir en tirer certains enseignements. Et de se dire, est-ce que je maintiens par exemple ma direction? Est-ce que je dirige toujours mes efforts par rapport à ça? Est-ce que, au contraire, j'accentue plus ma vision sur la gestion de mon quotidien, et peut-être qu'à certains moments j'ai pu laisser échapper certaines choses et que je n'ai pas eu suffisamment de recul pour pouvoir les appréhender à leur juste valeur? Donc c'est tout ça qui se pose à un moment. C'est des moments où on se remet pas en cause tant qu'on est dans la lancée. Absolument. C'est un moment où on s'arrête et on se dit « Eh, qu'est-ce que je fais là ?» Donc vous avez beaucoup de boulot en fait à la reprise. Oui. À la rentrée, vous avez beaucoup de boulot. On vient vous voir. Beaucoup plus sollicité. Sollicité, c'est tout à fait normal. Ouais. D'autant plus que c'est un cumul de plusieurs choses. Il n'y a pas que le professionnel, il y a la vie personnelle, il y a peut-être la maison qu'on est en train de construire, il y a les enfants, il y a énormément de charges, et il faut bien sûr être capable de planifier tout ça. Alors on va faire un va-et-vient entre la vie, le monde personnel et le monde professionnel pour essayer d'organiser, structurer tout ça. Qu'est-ce qu'on vous raconte en particulier, Monsieur Hilmi Benjelloun? Qu'est-ce qu'on vient, en fait, on vient vous solliciter pour quelle amélioration d'un point de vue personnel? Quand on vient me voir, généralement les gens arrivent avec un malaise. Très rarement une demande spécifique et ponctuelle. Généralement, les gens ne savent pas très bien où ils en sont quand ils doivent reprendre.
et ils attendent de notre part qu'on puisse les aider dans leur cheminement. Non pas trouver les solutions à leur place, je dois être clair par rapport à ça, c'est faire émerger en eux les ressources, leur envie, leur désir, pour leur permettre d'y voir plus clair, pour savoir s'ils sont sur le bon chemin. Et j'ai souvent l'habitude de sortir un exemple, c'est de dire qu'en fait, avoir une bonne direction, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si on n'a pas la bonne direction, c'est comme si on voulait redresser le dossier d'une chaise dans un bateau qui coule. Non, c'est pas possible. Il faut avoir la direction et donc relever la tête et ne pas l'avoir toujours sur le guidon. Et c'est ce que les gens recherchent. Est-ce qu'ils sont dans le vrai par rapport à leurs attentes, par rapport à leur personnalité, par rapport à leur caractère, par rapport à leur environnement personnel, par rapport à leurs enfants? Est-ce que, par rapport à leur travail, est-ce que c'est vraiment tout ça qu'ils souhaitent? Et justement, ils arrivent justement après ces vacances pour demander effectivement ce genre de choses. Et c'est... les gens arrivent très rapidement à retrouver leur voie et à retrouver donc les choix qu'ils doivent faire. Alors, Fatema El-Hasni, d'un point de vue cette fois-ci professionnel, on vient vous voir pour quelle demande? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Alors, c'est des demandes notamment qui sont faites durant l'année. Pendant l'année, la personne, elle veut développer une compétence, elle veut être accompagnée dans un projet professionnel. Et pour la reprise en particulier? Justement, les personnes nous sollicitent pendant l'année, mais ne passent pas en action. D'accord. Mais moi, quand je rentre des vacances, je trouve ces personnes-là qui vous relancent. Exactement, qui nous relancent pendant leurs vacances. Donc là, on retrouve des emails, des personnes qui disent ça y est, je veux commencer, je rentre en septembre, quand est-ce qu'on peut commencer l'accompagnement? Donc les missions, c'est plutôt dans l'accompagnement professionnel, des gens qui veulent carrément changer, les personnes qui ne sont pas prêtes. Changer de cap complètement? Changer de cap, tout à fait. Genre, personne qui est salariée, par exemple, et qui, genre une maman qui est salariée, elle ne se retrouve plus dans la vie de famille, de maman, elle n'arrive plus à concilier entre tous ces projets-là. Et donc, elle se demande si la meilleure solution ne serait pas, par exemple, de se mettre à son propre compte. Donc là, la personne, elle se pose des questions. Donc elle souhaite être accompagnée pour voir si d'abord elle a les compétences pour se lancer toute seule, pour être consultante ou indépendante. Sinon, des personnes qui, par exemple, vont être promues au sein de l'entreprise, elles ont besoin d'être accompagnées pour être à la hauteur d'une nouvelle responsabilité qu'on va leur Comment avoir être promu, confiée. Justement? Au sein de l'entreprise. C'est un autre sujet. Ça doit résonner chez beaucoup de téléspectateurs. Oui, c'est quoi le secret? Enfin, la promotion, je pense que c'est quelque chose qui se mérite. Donc, c'est quelqu'un qui est promu, c'est quelqu'un qui a mérité un poste, qui a mérité une évolution. Et puis, c'était aussi un processus en interne qui doit être bien structuré pour pouvoir mettre chaque personne qui convient à la place qui convient. Justement, mais par exemple, quand on reprend et qu'on se dit « je mérite une promotion oui. », on va ouvrir la parenthèse. Oui. Comment enclencher le processus? Donc d'après l'expérience, normalement, c'est beaucoup plus l'entreprise qui propose une promotion. C'est rarement la personne qui demande. Mais par contre, si il y a des postes à pourvoir en interne et qu'on voit qu'on a les critères pour occuper ce poste, prendre sa responsabilité, pourquoi ne pas en parler? Parce que quand je dis c'est structuré dans certaines entreprises, il y a des critères, il y a des conditions, et donc c'est des postes à pourvoir qui sont ouverts à tout le monde. Tout le monde peut postuler quand la personne sent qu'elle a tous les critères, qu'elle a toutes les conditions, elle peut postuler sans aucun problème. Mais c'est quelque chose qui se mérite. Juste compléter ce que dit Fatema, c'est que en fait, bon, ça se produit rarement en septembre. Par exemple, quand on est dans un système bancaire, s'il y a des promotions, elles se font en début d'année, deuxième mois, troisième mois. Janvier, février, mars. Oui, absolument. Donc c'est pas tout à fait dans la rentrée de septembre. La rentrée de septembre, on relance la machine, on redémarre, tout le monde est présent, à quelques exceptions près, et toujours les grandes victimes des gens qui ne sont pas mariés dans les établissements bancaires. Mais si vous voulez, en septembre, on redémarre les dossiers et on attaque pour que la machine se remette en marche. Et qu'on commence donc à avoir ses objectifs, revoir les objectifs, à quel niveau ils en sont. Et mais si par exemple une personne s'ennuie dans son travail et qu'elle se dit « moi je sais que pour aller mieux, j'ai besoin d'une promotion. Cette promotion, je la mérite. » Et là, elle entend qu'il faut au moins attendre jusqu'à janvier, février ou encore mars.
comment la faire tenir? C'est logique d'abord parce que les systèmes d'évaluation au sein des entreprises, elles se passent pendant les 2 derniers mois, voire pour certaines entreprises jusqu'au mois de janvier. Donc, il ne peut pas y avoir une promotion avant. Donc, même, qui dit promotion, il faut la discuter entre collaborateurs et la hiérarchie. Donc, les entreprises attendent peut-être ce moment d'évaluation, d'entretien annuel pour pouvoir revoir un peu tous les objectifs, le parcours de la personne au sein de l'entreprise et lui proposer peut-être et à négocier, à discuter. Alors, je vais continuer encore à rebondir sur ce que dit Fatima. Donc, effectivement, la personne sait de toute façon plus ou moins où elle en est. Est-ce qu'il y a un poste qui se libère? Est-ce qu'il y a un poste qui ne se libère pas? Est-ce qu'elle a fourni durant les premiers mois les efforts nécessaires pour justement prétendre à une promotion? Qu'est-ce qu'elle a fait durant les quand même 8 premiers mois, les 8 premiers mois de l'année? Et donc par rapport à ça, elle aura son évaluation. Okay. Maintenant, qu'une personne s'ennuie, je doute qu'on est là pour s'ennuyer. On a un job à faire, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Et la promotion n'est pas la solution. Voilà. N'est pas la solution. Et si on l'aime pas, bon, je pense que là, c'est tout à fait une réorientation de son plan de carrière professionnel. Et prendre le risque. Et ça, c'est un sujet justement à traiter. Comment changer de cap professionnellement. Alors, on va parler du stress. Le stress, est-ce que c'est une fatalité? Quand on part en vacances, on part pour décompresser, on est saturé, on est stressé. Quand on reprend, très vite, on retombe dans le même stress. Est-ce que c'est une fatalité, ce stress, Monsieur Benjeloun? Non, c'est justement pas une fatalité. Si on sait comment on fonctionne, il faut qu'on se dise qu'il y a des choses à changer dans ma manière de fonctionner. Il faut bien savoir que le stress est un indicateur. Le stress, bon, c'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome d'adaptation à une menace, quel que soit le risque, et qui déclenche des réactions physiologiques. C'est-à-dire que le cerveau sent une menace, c'est-à-dire un travail, et envoie une information à l'hippocampe qu'il envoie à une glande qui libère de l'adrénaline. Il y a deuxième cas de figure, si le stress se maintient, encore menace, on envoie une autre information à une autre glande surrénale qu'on appelle le cortico-surrénal. Ça, c'est le mécanisme. Ça, c'est le mécanisme, comment ça fonctionne. Pourquoi on stresse? On stresse parce que justement, on a l'impression qu'il y a une menace. Mais si ce stress se maintient, c'est très mauvais pour l'organisme. C'est pour ça qu'on se sent fatigué. Parfois, des gens atteignent des dépressions, des burn-out, parce qu'on, justement, on n'a pas respecté son corps. Et comme je l'ai dit tout au début de l'émission, chaque personne a sa manière d'évaluer ce qui se passe à l'extérieur, le danger extérieur. Il y en a qui vont être tout de suite paniqués, d'autres vont garder leur calme. Donc chacun a son niveau de stress. Et il faut savoir à quel moment il s'enclenche. Est-ce qu'il est régulier? Souvent, il tourne autour de l'organisation, du quotidien. Beaucoup de salariés, de mamans en particulier, se plaignent de l'organisation. 24 heures ne suffisent plus à l'individu. Est-ce que c'est normal, Fatima Al-Hasni? C'est vrai que la reprise par rapport aux parents, je ne vais pas dire uniquement pour les mamans, mais d'une manière générale pour les parents, c'est beaucoup plus de pression et de stress. Parce que il faut vraiment une grande organisation. Il faut, d'abord pour les parents, il faut que ça soit tout le temps organisé. Avant les vacances, pendant les vacances et beaucoup plus encore par rapport à la reprise. Parce qu'il y a la reprise du boulot, mais il y a aussi la reprise de l'école. Et donc la reprise des enfants aussi. Donc il y a des contraintes, aller déposer les enfants, aller les chercher. D'autant plus ils ont des activités pendant la semaine. Il faut leur consacrer du temps. Plus encore si les enfants sont en bas âge, donc ils ne sont pas encore autonomes, il faudra... Absolument. Mais c'est quoi le problème? Est-ce qu'on ne s'organise pas? Est-ce qu'on pense s'organiser sans s'organiser? C'est que, comme a dit Hilmi, parfois c'est juste une perception que nous avons. On se met cette pression, on se dit ou on pense qu'on ne va pas être à la hauteur. On ne va pas être à la hauteur en tant que maman ou que papa pour assurer aussi bien réussir dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, etc. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est clair que pour moi, l'organisation y est pour beaucoup. Ça peut être la solution parce que dans l'organisation, on
peut tout organiser, prévoir, aller chercher des solutions, aller chercher de l'aide, de l'appui, etc. C'est vrai qu'il faut organiser pour pouvoir se retrouver dans tout ça. Être parent, être salarié, le parent, il est aussi coach pour ses enfants. Donc tout ça, c'est pas, il faut être, parfois il faut aussi les aider dans leurs devoirs. Donc il faut. Est-ce que c'est culturel chez nous, par exemple, on s'organise professionnellement. Ça, on sait qu'il faut s'organiser pour réussir son boulot, sa mission. Mais au niveau de la maison, au niveau de la famille, au niveau de l'organisation du quotidien, est-ce qu'on s'organise de la même manière? On organise bien sûr les grandes lignes, on va dire, les courses, le transport des enfants, mais on reste vraiment dans les grandes lignes. Est-ce que la clé de la réussite, bien réussir ses rentrées, bien réussir son année de façon générale, ça ne serait pas de rentrer dans les détails de l'organisation? J'ai passé une année difficile, j'ai dû gérer tel et tel point. Là, je suis en vacances, je prends mes résolutions et je démarre d'une autre manière. Alors, justement, là, il y a une question, comme vous le dites, l'unité familiale, c'est une petite entreprise. Qui fait le boulot? Qui aide qui ne fait rien? Et à ce moment-là, en réalité, quand les enfants sont suffisamment âgés, tout le monde doit participer. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on a encore une certaine facilité à avoir du personnel de maison qu'on doit se dire, bon ben finalement, qu'elle se débrouille. Tout le monde participe. Les enfants doivent être mis à contribution, non seulement sa valeur de responsabilisation et d'autonomie, pour rendre les enfants autonomes. Que fait le mari? Or, nous savons que nous sommes dans une culture où c'est la femme quasiment qui fait 90% du boulot, et que le mari, à partir du moment où effectivement il a la principale, dans la majorité des cas, la principale ressource du foyer, se prévaut de ne rien faire. Alors on va s'arrêter sur ça, c'est un homme qui le dit, et on va revenir sur le fonctionnement de l'entreprise à la maison en tant qu'entreprise, et on aura avec nous aussi dans quelques instants Souad Attari, elle est coach en images, changer de tête et organiser son dressing, et si ça passait aussi par ça. La suite d'On se dit tout dans quelques instants. Réussir, c'est rentrer, c'est notre thématique aujourd'hui dans On se dit tout, deuxième partie. Allez, on enchaîne tout de suite avec nos spécialistes en plateau, Madame Fatema Al-Hasni, coach en développement professionnel, Monsieur Hilmi Benjeloun, coach hypnothérapeute, et elle vient de nous rejoindre, elle est coach en images, et c'est Souad Attari. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de venir sur le plateau. Alors, on parlait justement de l'organisation à la maison, on commençait à peine à en parler, et M. Hilmi Benjeloun s'attaquait à ces hommes qui se laissent trop chouchouter. Vous étiez en train de dire que la maison, finalement, devrait avoir un petit peu le fonctionnement de l'entreprise, avec des rôles déterminés, définis, un partage des rôles, une hiérarchisation. Rappelez-nous tout ça un petit peu. Disons que c'est exactement le même fonctionnement. C'est un centre économique qui doit veiller à la bonne marche de la structure. Donc si nous ne respectons pas cette structure, si nous ne lui donnons pas les moyens de s'épanouir, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme une entreprise, elle va aller à volo. Si la femme a trop de pression sur son dos, si elle doit faire et le marché, s'occuper des gosses, faire les devoirs et aller bosser, et que le mari est là en train de faire du zapping à la télé, une entreprise comme ça ne peut pas toujours bien fonctionner. Parce que de toute façon, même si la femme est dans un rôle, disons, entre guillemets, culturel, elle va s'épuiser. Même si elle ne dit rien, elle va s'épuiser. Leurs relations vont commencer à se détériorer sans qu'on sache vraiment pourquoi, parce qu'elle ne dit rien. Parce qu'on l'a habitué que la femme devait toujours s'occuper de la maison et du boulot et ramener de l'argent et s'occuper des gosses. Donc bien sûr, à un moment, on va assister à une dépression, à un mal-être. Et on se dit, mais tiens, c'est bizarre, comment ça se fait? Elle a changé. Ah, elle a changé. Ah, tu es plus amusante. Ah, tu ne rigoles plus. Ah, tu es plus comme avant. Eh bien, c'est normal, parce qu'on n'a pas respecté ses besoins. Parce que ça a été, je m'excuse de l'expression, un esclave à la maison. Mais comment profiter de la reprise, de la rentrée, pour changer ça? Ça s'est ancré dans la structure de la famille, c'est culturel. Comment désamorcer tout ça à la rentrée? À la rentrée, en prendre conscience, c'est déjà ça? C'est en disant, c'est en parlant, en étant dans la communication. Il n'y a pas de miracle.
c'est de faire prendre conscience de toute la lourdeur des tâches. Et de dire que, bon, on a passé d'excellentes vacances, par exemple, qu'on s'est très bien amusé, qu'on était très bien ensemble, il faudrait que ça continue. Il faudrait garder tout le bénéfice des vacances et pouvoir le transporter dans la vie de tous les jours. Ça, c'est une bonne recommandation. On reviendra sur ce point en dernière partie d'émission. Mais pour revenir à l'organisation professionnelle qu'on pourrait transposer au quotidien, à la vie de la famille, donc ça tourne autour de la planification, la hiérarchisation, la gestion des urgences. Comment ces termes-là qu'on utilise en entreprise, on peut les mettre dans la cellule familiale? Absolument. Dans le contexte familier. Tu as dit comment est-ce que les mauvaises habitudes au sein de la famille puissent changer à la reprise. Comme la recommandation qu'on avait dit tout à l'heure par rapport aux professionnels, c'est important aussi pour la famille. Donc j'ai dit tout à l'heure que pendant les vacances, la famille se retrouve. Donc, on peut mieux communiquer avec son partenaire, avec ses enfants. Essayer d'avoir des résolutions pour la rentrée. En termes d'organisation aussi, c'est important. C'est aussi de donner le rôle à chaque membre de la famille, même les enfants en bas âge. Il faut leur apprendre... Tu changes tes couches tout seul, tu prends ton biberon tout seul. À ce niveau-là, pas à ce niveau-là. Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Non, mais c'est important. C'est important par rapport à Ça me parle personnellement. Par rapport à l'organisation, le petit... C'est tes affaires, c'est tes jouets, c'est ta responsabilité, c'est ton espace personnel. Il faut l'assumer aussi en tant que parent, il faut l'incarner. Par exemple, quand on dit à un enfant, c'est ton espace, tu le ranges, un enfant ne va pas ranger comme un adulte rangerait. Et donc, il faudrait arriver à se contenter de l'organisation. Il faut un changement à tout, il faut un début à tout. Il faut apprendre les petits gestes au quotidien. Parce que ces petits gestes au quotidien, ils vont aider les parents. Parce que quand tout le monde met la main à la pâte, c'est que tout le monde est gagnant. Il faudra faire comprendre, maintenant, parce que moi j'ai des enfants qui ont un âge un peu plus avancé, il faudra faire comprendre à tout le monde qu'il a un rôle à jouer pour le bien-être de la famille en général. Il ne faut pas tout laisser sur la maman, sur le papa, non. C'est aussi question de valeur qu'on va donner aux enfants. Quand on va déléguer, quand on va responsabiliser, on est en train de donner un monde éducatif qui va permettre à l'enfant d'avoir des valeurs comme aider, s'appuyer, conseiller, échanger. Mais pas uniquement des valeurs, c'est aussi des compétences qu'il est en train d'apprendre, des compétences comme la responsabilité, l'autonomie, le fait aussi de s'exprimer, de donner son avis sur sa chambre ou sur comment organiser. Il faut pas hésiter à demander à l'enfant comment est-ce qu'on peut faire pour mieux t'aider dans le processus. Exactement. de changement. Et toutes ces valeurs-là, toutes ces compétences, elles vont aider pas uniquement les parents, mais elles vont beaucoup servir à l'enfant, à l'âge adulte et dans le monde professionnel. Absolument. On reviendra dans un petit moment sur comment démarrer tout ça, parce que normalement l'idéal c'est de structurer l'éducation des enfants sur ces principes. Mais quand on a été trop maman poule ou trop conciliant en tant que parent, on ne rend pas service. Voilà, on ne rend pas service et il faut démarrer ça. Alors, on revient sur ce point dans un petit moment, mais je me tourne vers Souad Attari. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes coach en images et ce qui se passe, c'est que vous allez nous dire comment nous organiser le matin pour gagner du temps. Par exemple, on entend beaucoup de personnes, des mamans, des papas, des femmes, des hommes, dire « je perds beaucoup de temps le matin ». Parce que je ne sais pas quoi me mettre. Et je démarre mal ma journée. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez souvent? Alors, c'est quelque chose que j'entends souvent et c'est presque naturel de l'entendre. Puisque, comme le disaient Hilmi et Fatima, il s'agit de s'organiser. Et pour s'organiser, naturellement, il faut réfléchir à son organisation. Y réfléchir pendant les vacances, pourquoi pas, puisque finalement on a le temps de se dire tiens, j'ai passé une année où tous les matins je ne savais pas quoi me mettre, j'avais l'impression d'être un peu habillée comme une chiffonnière, mais bon c'est pas grave, c'est passé. Je reprenais le même jean que j'avais posé la veille, hop, je l'associais éventuellement avec un autre t-shirt, et puis c'était très bien. Et puis finalement c'est passé, mais au fond de nous on sent qu'on n'est pas satisfaite de l'image que l'on a donnée, on sent qu'il y a un décalage, quelque chose qui va pas. Homme ou femme? Homme ou femme. Souvent aussi ce qui se passe pendant les vacances, c'est que soit on maigrit, parce que, voilà, moins de stress,
Hein, donc Nous, on a fait l'organisme, beaucoup de sport. ou alors on a fait du sport, donc moins de stress, on dort mieux. Souvent, on dort mieux, donc ça aide. On s'alimente parfois mieux, quoique il y a des petites glaces comme ça qui se glissent, des petites friandises, gourmandises pendant les vacances. Mais notre corps aussi peut changer pendant les vacances. On perd 2 ou 3 kilos, on en prend parce qu'on a été gourmand, etc. et tout. Et on se retrouve avec, enfin à la rentrée en tout cas, avec cette problématique de se dire bon bah là ça y est, hein, j'étais en maillot de bain, 2 pièces, mais maintenant il va falloir que je m'habille, ça y est, je remets la veste, le pantalon et tout. Et on se retrouve devant effectivement sa vitrine, enfin son vestiaire ou son armoire, et on se dit mais qu'est-ce que je vais mettre? La solution, c'est déjà d'avoir ce qu'il faut dans son armoire. Parce que la problématique, c'est que si par exemple on est chargé de clientèle dans une entreprise et que par style ou par affinité, on aime les jeans et les t-shirts, ça va être difficile le matin, lorsqu'on a une armoire remplie de jeans et de t-shirts, de mettre éventuellement une chemise ou un pantalon. Souvent, on va avoir un pantalon de ville, 2, 3 chemises qui se battent en duel dans l'armoire, et on va essayer de composer à chaque fois avec ça pendant toute l'année. Donc la problématique, c'est d'avoir ce qu'il faut dans son armoire. Mais pour certaines personnes, justement, c'est beaucoup plus simple. Quand on a, voilà, comme vous l'avez dit, 1 ou 2 pantalons, 3 chemises, on se dit, bon, je perds pas de temps, je combine ça avec ça, ou ça avec ça, ou ça avec ça, et c'est réglé. Alors, par perdre du temps, c'est une chose, se valoriser, c'est autre chose. C'est ça aussi la différence. S'oublier... Est-ce qu'on peut gagner du temps et se valoriser en même temps? On peut gagner du temps et se valoriser en même temps. Je pense que se respecter, prendre soin de soi, c'est une manière aussi de prendre soin des autres. Donc si je prends soin de moi, forcément je communique aussi cet aspect-là dans le monde professionnel. Donc prendre soin de soi, c'est savoir aussi ce qui nous va, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce que j'aime, quel est mon style. Le définir, quelles sont les formes de vêtements, parce que ma voisine elle est tête fine, mais moi voilà, j'ai quelques rondeurs, donc quelles sont les formes de vêtements qui me vont, et qu'est-ce qui va aussi avec ma communication, en tout cas mon profil professionnel. C'est de pouvoir concilier les trois. Une fois qu'on sait qu'on a concilié les trois, son style, les formes qui nous vont, ce que l'on peut porter, il suffit de faire les bons achats. Et à partir du moment où on fait les bons achats, c'est ce qu'on appelle nous les essentiels dans une garde-robe, une fois qu'on les a dans notre armoire, c'est très facile de pouvoir s'habiller le matin sans, excusez-moi du terme, mais se prendre la tête, et en même temps, justement, avoir un style qui nous appartient et faire la différence. Je voulais un petit peu rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, notamment en termes de promotion. Il y a peut-être des gens qui ont des envies comme ça de se mettre un peu en avant, etc. Le meilleur moyen aussi de se mettre en avant, c'est de communiquer pour soi en entreprise. Et comment je communique pour moi, c'est de ne pas être invisible. Si je passe mon temps à être habillée comme mon voisin, et même si j'ai les compétences, j'ai presque envie de dire qu'à compétence égale, Comment se démarquer? Et ça, c'est tout un sujet. Voilà. On reviendra sur ça dans... Eh bien, dans déjà, je vais me démarquer par ma personnalité. Absolument. Et la personnalité, voilà, on la met en valeur aussi grâce à son style. Alors, Saada, tu allais justement gagner du temps le matin. Oui. En même temps, se démarquer. Est-ce que ces essentiels, ces fonds de placard dont vous parliez, sont les mêmes pour tout le monde? Alors, c'est ce qui permet de gagner. Alors, j'ai envie de vous dire, en termes de couleurs, oui, ce sont les mêmes pour tout le monde. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut avoir dans son armoire? Un minimum de pièces noires, pantalon ou jupe, que ce soit homme ou femme, hein, d'ailleurs, un costume. Voilà, donc avoir des pantalons plus ou moins classiques, enfin, pas plus ou moins même classiques, noir, gris anthracite, bleu marine, etc. Voilà, avoir ce minimum-là dans l'armoire. Ensuite, avoir toujours des pièces neutres aussi en haut, en termes de t-shirt ou chemise. Pour les hommes, ça va être du bleu ciel, chemise chemise rose pastel, écrue. Pour les femmes, ça peut être aussi la même chose. Ensuite, pour faire la différence, c'est justement connaître un petit peu son style et acheter des petites pièces comme ça qui vous parlent, que vous pourrez associer facilement. Et là où on peut vraiment affiner son style, c'est en jouant sur les accessoires. C'est l'accessoire finalement qui va faire la différence, enfin, qui marque beaucoup de différence, qui propulse un petit peu les choses, qui donne de la joie, qui va donner... Mais ça, par exemple, la tenue du lendemain, oui. on la prévoit la veille pour gagner du temps? Oui, idéalement. Idéalement, si votre dressing, votre vestiaire est bien composé, c'est un jeu d'enfant que d'aller chercher le pantalon qui ira avec le haut. Parce que tout sera en harmonie en termes de couleurs. Il faut avoir des basiques dans son armoire, des pièces sombres, avoir des pièces claires, neutres, et ensuite avoir des pièces qui sont dans votre style avec lesquelles vous pourrez jongler. Alors, Hilmi Benjloun disait tout à l'heure, il faut que chacun ait sa responsabilité à la maison, chacun ses tâches. Est-ce que s'habiller, c'est la responsabilité de chacun? Ou bien, dans votre
milieu professionnel, vous rencontrez souvent des hommes qui vous disent « moi, c'est ma femme qui m'habille le matin ». Alors, j'ai presque envie de dire... Ça vous fait sourire. Je rejoins Hilmi. Alors, j'ai presque envie de dire, oui, malheureusement, en tout cas au Maroc, j'ai rencontré énormément d'hommes qui m'ont fait cette confidence de me dire, écoutez, moi, c'est ma femme qui m'achète mes vêtements, c'est ma femme qui choisit les formes, c'est ma femme qui m'achète les chaussures, etc., etc. Et j'ai presque envie de vous dire que lorsqu'on les connaît, on connaît leur personnalité, j'ai presque envie de dire, ben oui, ça se voit. Parce que quand on communique avec la personne, on se rend compte qu'elle a sa personnalité, son caractère, son humour, sa manière d'être. Et parfois, souvent, je me suis retrouvée avec des décalages. C'est-à-dire, je me suis dit, bizarre, il a l'apparence, enfin, on dit souvent que l'apparence parle de nous et pour nous. Et là, pour le coup, elle parle d'elle, enfin d'eux en tout cas, et pour eux, mais c'était un paradoxe. Oui, elle ne parle pas de lui, en fait. Elle ne parle pas de la personne elle-même. Et là, on comprend, parce qu'il y a une raison. Effectivement, si c'est la femme qui choisit... Mais alors pourquoi certains hommes laissent leurs femmes choisir pour eux leur garde-robe? Est-ce que c'est une solution de facilité? Est-ce qu'ils ont peur des faux pas? Est-ce que l'homme marocain considère que l'habit est secondaire? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Hilmi Benjelloun? Disons vous, en tant que coach et en tant qu'homme. Je vois ça d'une manière dichotomique. C'est soit la personne qui recherche encore sa maman, parce qu'il a été chouchouté, il a été gâté, il a élevé une maman poule qui a passé son temps à s'occuper de lui, même quand il est allé faire ses études éventuellement à l'étranger, qui l'appelait tous les jours, et qui a empêché cet homme d'avoir sa propre autonomie, d'avoir ses propres goûts, d'avoir ses propres préférences. Et avoir ses propres préférences, c'est aussi savoir se démarquer. C'est aussi savoir dire sa spécificité. C'est son particularisme, que s'il a envie de partir aujourd'hui sans se mettre une cravate autour du cou, juste avec la chemise ouverte, eh ben, il peut le faire. Il ne va pas faire que sa femme va exiger de lui, parce que ça ressemble quand même à une exigence, puisqu'en lui posant ses affaires, elle lui dit « tu vas mettre ça ». Et donc lui... De la chaussette à la cravate. Voilà. Donc il va se prêter à ce jeu-là parce qu'il avait l'habitude que sa maman se prête à ce jeu-là. Et en fait, là, on revient à ce que disait Fatema Al-Hasni, c'est responsabiliser tous les membres de la famille dès l'enfance. Parce que finalement, on se retrouve avec des hommes qui sous-traitent le physique, la tenue vestimentaire, alors que, bon, comme vous disiez, M. Hilmi, c'est une question d'éducation. Mais ce n'est pas que ça, parce que en fait, ça s'étend à beaucoup d'autres choses. Ça s'étend à l'organisation de la maison, parce qu'un homme qui se fait habiller par sa femme, je veux dire, certainement va laisser sa femme faire le maximum de tâches aussi. À moins qu'il y ait un modus vivendi. Mais ça l'arrange. En lui disant... La solution facile. Oui, mais ça peut être aussi, ça peut être une Messieurs, avec convenance. tous nos respects, on essaye juste de faire que les choses s'améliorent à la maison, voilà. Ça peut être une question de convenance entre l'homme et la femme, en disant, bon, moi, je m'occupe de cette partie, mais toi, tu peux t'occuper de ça. Mais bon, généralement, c'est pas le cas. Hein. Voilà. Quand il y a une réciprocité, s'il y a une réciprocité, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En revanche, quand c'est une charge supplémentaire... Une charge supplémentaire à habiller, alors qu'elle a les gosses et qu'elle doit courir pour les nourrir, les réveiller. C'est dur à réveiller un gamin pour qu'il aille à l'école quand il fait froid, quand il faut le sortir de son lit, et qu'il faut en plus aller s'occuper des affaires de son mari. Peut-être qu'elle l'aura fait la veille. Mais bon, ça, c'est inutile. On a posé plein de nœuds. Comment dénouer tout ça? Parce que si c'est structurel, on ne peut pas changer ça du jour au lendemain. On se dit, bon, très bien, c'est la reprise. Allez, ça ne marche pas, on va changer. C'est pas aussi simple que ça. Non. Ça, c'est inscrit dans l'ADN de la famille. C'est pas aussi facile, mais je pense qu'à un certain moment, quand les mauvaises habitudes comme ça s'installent, un jour ou l'autre, ça va éclater. Ah oui. Un jour ou l'autre, la personne qui subit le plus, elle va se réveiller. Elle va aller en dépression. Exactement. Donc dès le départ, il faut qu'il y ait une communication. La personne qui n'est pas bien dans la cellule familiale, quand elle fait beaucoup de choses par rapport aux autres, il faut qu'elle en parle. Il faut qu'elle en parle à tout le monde. Et l'occasion, c'est justement le démarrage de l'année. Exactement, pour dire que ça ne va pas, ça ne peut pas continuer. Moi, je le fais pendant chaque vacances, c'est que toutes les choses qui ne vont pas, j'en parle aux enfants, au mari, pour dire que
l'année prochaine, il faut que ça repart. Parce que la reprise, c'est toujours le nouveau souffle, c'est toujours la nouvelle page. On se dit, bon, même si on a raté ça pendant l'année, mais je pense que cette année, ça va être l'occasion. Donc déjà, le fait que ça soit le changement, la nouvelle page, ça peut être facile pour tout le monde. Donc il faut en communiquer, il faut parler, il faut dire que ça ne va pas et proposer aussi des solutions. Parce que peut-être la personne, le mari, peut-être n'a pas la bonne solution, mais il faut aussi demander l'avis des autres, l'avis aux enfants, comment est-ce qu'on peut mieux s'organiser, comment est-ce qu'on peut mieux faire le matin, comment est-ce qu'on peut mieux répartir les tâches entre nous, qu'est-ce que toi tu peux prendre, qu'est-ce que moi je peux prendre, que ce soit les tâches à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur. Bien sûr, je pense que la communication, il y a l'organisation, mais il y a aussi la communication, c'est très important au sein de la cellule familiale. C'est une question de respect en fait de chacun. Oui, aussi. tout à fait. Je vais compléter ce que dit Fatima, c'est que la communication est fondamentale. Pourquoi ? Il ne s'agit pas de dire ça sous forme de diktat. Tu dois ou il faut que. Non, pas du tout. Il y a ce qu'on appelle la communication non violente, qui a été créée par Marshall Rosenberg, et qui consiste à changer tout son mode de langage. Pouvoir s'adresser à l'autre en disant à l'autre, ce que tu fais me met en colère. Ce que tu dis me rend triste. Et non pas toi. Voilà, alors que quand tu dis, toi, tu ne t'occupes jamais de ceci, c'est une agression. Absolument. Or, quand on montre à la personne ses émotions, sa vulnérabilité, je pense qu'on peut être beaucoup plus entendu. On fait un choix. C'est pas facile au départ, parce que quand on a été habitué à parler sous forme de diktat, ben, on en garde, si on n'en prend pas conscience, on passe son temps à être dans cet état. Et cet état entraîne souvent des situations qui dégénèrent. Et on finit par avoir un langage de sourd et où le couple va venir s'expliquer parce qu'ils ne se comprennent plus. Elle discute là, lui il discute là, ou alors c'est lui qui est là et elle est là. Et ils n'arrivent plus à se mettre au même niveau de discussion parce qu'ils n'utilisent pas, ils ne respectent pas l'autre en l'agressant. Et ça met en colère l'autre qui a l'impression de se faire rabrouer ou tirer par les oreilles comme s'il était infantilisé. Absolument. Et c'est ça qu'il faut savoir changer. Et ça vaut pour le mari, ça vaut pour les enfants. De la même manière, on Et ça vaut discute pour aux le milieu enfants. professionnel aussi. Oui, mais bien sûr. Quand on a un client qui est irrité, on essaie de le calmer avec un certain langage. On ne lui dit pas « arrête de t'énerver », quoi. Je veux dire, c'est bon, quoi. Oh, c'est le meilleur client, doucement. Alors, Zahed Attari, ce qui est important aussi pour vous en tant que coach, c'est de prendre du temps pour soi, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. C'est important dans cette effervescence de prendre du recul, ne pas attendre uniquement les vacances pour baisser la pression. On peut le faire régulièrement? Alors, si on se remet dans le contexte rentrée professionnelle ou autre, c'est comme tout, on parlait d'organisation, il faut s'organiser. S'organiser aussi à trouver du temps pour soi, de la manière qu'on trouve du temps pour aller en vacances, du temps pour réfléchir sur soi, du temps pour réfléchir sur ses actions, eh bien, il faut trouver aussi du temps pour se dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on disait à juste titre, et de se dire, mais comment je peux me dégager du temps pour justement tempérer un peu ce stress? Parce que souvent aussi, le stress au quotidien, c'est qu'on s'oublie. On n'a plus le temps d'aller chez le coiffeur, on n'a plus le temps de faire le shopping, d'acheter le collant qui a filé, c'est pas grave, on le remet. On n'a plus le temps de s'acheter éventuellement, je sais pas moi, ses produits maquillage. Enfin, on n'a plus le temps d'aller faire sa manucure, absolument. etc. On entend parfois les femmes en particulier dire je manque toujours de temps pour telle ou telle chose, eh ben, je vais être égoïste et je vais quand même le faire. Alors, être égoïste, perçu comme ça. Oui, être égoïste, c'est perçu comme étant égoïste, mais s'occuper de soi est loin d'être égoïste. Quelle est la personne qui est la mieux placée pour s'occuper de soi? Soi. C'est soi-même. Même, absolument. C'est pas ses enfants, enfin c'est pas nos enfants qui vont s'occuper de nous, c'est pas notre mari qui va s'occuper de nous, c'est pas nos parents, etc. C'est nous-mêmes. À partir du moment où on prend le temps de se poser, de s'occuper de soi, nécessairement, c'est ce qu'on va aussi véhiculer pour l'autre. Hein, plus de sérénité sans doute et mieux se retrouver. Juste, je voulais rebondir, ce qui est important aussi, c'est de connaître le temps qu'on se donne. Je prends un exemple concret. Bon, nous les femmes, hein, le matin, bon, si on a des enfants ou pas d'ailleurs, mais peu importe, on a peut-être qu'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure à se consacrer pour justement se sentir bien, renforcer un peu son estime, bien s'habiller et tout. Ça passe par ce que je disais tout à l'heure, bien organiser effectivement son placard, sa garde-robe, avoir les bonnes chaussures et tout et tout. Ça passe aussi par le temps qu'on s'accorde aussi pour éventuellement avoir un teint bonne mine. Hein, le temps qu'on s'accorde pour aller, ne serait-ce que, je sais pas, une fois par semaine chez le coiffeur pour celles qui se font des brushings, etc., etc. Donc connaître le temps qu'on s'impartit et se le donner réellement, quoi qu'il arrive, en faire aussi une priorité.
dans son planning. Si tu me permets, je Oui, voudrais bien sûr. compléter ce que tu dis, parce que un planning, ça se programme. Exactement. J'ai dans ma journée combien d'heures? J'ai peut-être 10 heures effectives. Peut-être qu'ensuite je dors. Ou... Dans ces 10 heures, comment sont réparties mes 10 heures? Qu'est-ce qu'il y a dans mes 10 heures? Combien de temps je passe à chaque chose? Et là, on peut se rendre compte qu'en fait, on a des déperditions. Que des tâches que je devais faire en 30 minutes, ben, j'y mets 1h30. Waouh! Donc je peux récupérer 1 heure. Je peux peut-être me lever 15 minutes avant. Waouh! Je récupère encore 15 minutes. En fin de journée, peut-être que je peux trouver un système de covoiturage pour mes enfants et me permettre de gagner du temps. Donc je fais un vrai tableau Excel Oui, avec les bien sûr. jours, c'est vrai. Et on parce peut que trouver des on solutions. le fait pas, mais peut-être que la solution passe par ça. S'accorder du temps pour soi, c'est effectivement fondamental et ça fait partie de l'organisation. Quand on fait de l'accompagnement professionnel, on le demande souvent aux salariés, on leur dit quel est le temps que vous vous accordez pour soi. Oui. Parce que la personne, elle vient vous parler de beaucoup de choses, de projets, d'objectifs, etc. Mais quand il n'y a pas le temps qu'on prend pour soi, pour se reposer, pour se ressourcer, on ne peut pas réussir dans les objectifs qu'on s'est fixés. Donc c'est fondamental. C'est fondamental d'avoir ce temps d'évasion, ce temps de retraite. On va fuir quelque part pour se retrouver, pour se retrouver avec soi. Non, ce n'est pas du tout de l'égoïsme, c'est un droit. C'est un droit qu'il faut, bien sûr, fondamental, qu'il faudra, dont il faut se servir. Exactement, passer du temps avec soi pour penser à beaucoup de choses. Vous savez, ce n'est pas forcément aller faire des excursions ou ce n'est pas forcément onéreux ou coûteux. Non, une petite évasion, ça peut être un moment que je vais passer chez le coiffeur, un petit moment de lecture, un petit moment où je vais marcher tout seul. C'est très important d'avoir ce moment parce que ce n'est pas bénéfique uniquement pour la personne. C'est aussi bénéfique pour l'entourage. C'est bénéfique pour le partenaire, c'est bénéfique pour les enfants, c'est bénéfique pour les collègues, pour l'entreprise. Donc il faut savoir avoir du temps dans ce planning, pas forcément dans la journée, ça peut être dans la semaine, ça peut être dans les 2 semaines, mais au moins se dire, ce petit moment, il est là pour moi. Et quand je parle de vie de famille, les enfants doivent comprendre que le papa ou la maman doit avoir ce propre moment et le respecter, et entre partenaires aussi, il faut le comprendre. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir aidés à réussir nos rentrées. Fatema El-Hasni, vous êtes coach en développement professionnel. Hilmi Benjouloun, vous êtes coach hypnothérapeute. Et Saad Attari, vous êtes coach en images. Merci beaucoup d'avoir apporté vos expertises aux téléspectateurs d'On se dit tout sur Médien TV. Très bonne suite des programmes. Merci.